Une production Scénarimage. Alors bonjour et bienvenue au podcast Pareil, pas pareil. Je m'appelle Célina et je suis votre invitée. Donc merci de m'inviter chez vous. Merci de nous écouter, peu importe où vous vous trouvez. Alors comme à l'habitude, on va commencer avec la pleine conscience, une belle minute et c'est parti. Donc aujourd'hui, je me sens heureuse, un peu nerveuse. J'ai les mains froides et moites. Je me trouve dans un environnement avec plein d'énergie. Je suis accompagnée de très belles personnes, donc je me sens bien. Je suis un peu nerveuse, mais sinon, généralement, je dirais confiante. Alors, je veux remercier la vie également pour tout ce qu'elle a fait pour moi dans le passé et ce qu'elle sait faire encore aujourd'hui. Et ma gratitude irait pour toutes les belles personnes que je rencontre sur mon chemin ces derniers temps. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est le suicide à l'enfance. Évidemment, c'est un sujet un peu délicat. Donc, on va y aller en douceur. Et je commence, comme à l'habitude, avec les grandes lignes de ma vie. Par la suite, nous irons rejoindre notre invité du jour, une très belle personne qui est présente à mes côtés, que vous aurez la chance de connaître par la suite. Alors, si vous vous rappelez et que vous avez suivi mes émissions précédentes, vous savez que à l'âge de 11 ans, j'ai fait ma première tentative de suicide. Alors, pour vous mettre dans le contexte, étant donné que j'ai vécu de l'inceste en bas âge et que, bon, dans ma famille, on a choisi de taire la situation, c'est clair que déjà très jeune, j'avais de la souffrance par rapport à ça, par rapport au fait on m'a demandé en fait de ne pas en parler à défaut de nuire à la famille ou de faire emprisonner mon grand-père. Donc clairement, mes souffrances ont commencé là. C'est sûr qu'à 11 ans, je réalisais pas vraiment toute la souffrance intérieure que tout ça pouvait me causer. Mais clairement, avec du recul aujourd'hui, je sais que ce désir de vouloir mourir était plus en lien avec le fait de vouloir arrêter de souffrir, dans l'incompréhension, évidemment, de tout ce que ça avait eu comme répercussion sur moi. Alors, ma première tentative de suicide, je demeurais à ce moment-là chez ma mère. J'avais mon beau-père. Et puis, je ne sais pas où j'ai pris l'idée, en fait, mais je me suis retrouvée à ingérer des médicaments. Ça a été la première façon pour moi de vouloir mettre fin à mes jours. Clairement, ne sachant pas ce que les médicaments pouvaient avoir comme impact sur moi, bien, j'ai pris un médicament qui n'était pas très nocif. En fait, c'est un médicament qui aide à la digestion, disons-le comme ça. Puis j'ai pris des Contaxé aussi, là. Donc, c'était rien qui pouvait m'emmener vers la mort, mais clairement, ça pouvait avoir un effet néfaste sur mon système, mon métabolisme.
Je pense aussi qu'à l'époque, c'était plus un cri à l'aide qu'un désir sincère de mourir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ingéré les médicaments, puis de tristesse, j'ai voulu appeler ma grand-mère et tout simplement lui dire au revoir. Donc, l'effet que ça a eu, évidemment, c'est que ma grand-mère, pris de panique, a parlé à ma mère. Et puis là, le sachant, bien, on s'est dirigé tout droit à l'hôpital. À l'hôpital, bien, on m'a reçue, évidemment, en urgence. Donc, pour nettoyer mon métabolisme, ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a fait ingérer du charbon liquide. Clairement, c'est vraiment pas bon, là. Si je peux vous décrire la sensation, c'est comme de boire du sable liquéfié. C'était vraiment dégueulasse, disons-le comme ça. J'ai dû boire vraiment une bonne quantité pour pouvoir nettoyer mon métabolisme. Par la suite, évidemment, on m'a fait rencontrer un psychologue qui a déclaré que j'étais pas à risque de recommencer à ce moment-là. Donc, on m'a simplement demandé de faire un suivi externe par la suite. Puis, on m'a retourné à la maison avec mes parents sans vraiment trop se poser de questions. Pourquoi un enfant aussi jeune voudrait s'enlever la vie? Alors, ça a commencé comme ça pour moi. C'est clair que ça ne s'est pas reproduit tout de suite. Quand je dis que j'ai été suicidaire à partir de 11 ans, c'est parce que j'ai eu plusieurs tentatives de suicide. Mais si on fait la chronologie, je vous dirais que à 12 ans, dans le fond, au secondaire 1, étant vraiment plus bien dans ma famille, parce qu'évidemment, il s'est reproduit des événements incestueux également avec mon beau-père. Si je peux vous donner un peu de détails dans le sens où mon beau-père était une personne, disons-le, raciste. Moi, étant métisse, c'est sûr que je le ressentais pas vraiment, mais comme je fréquentais des gens de nationalité afro, ben c'est clair que j'avais des restrictions par rapport aux amis avec qui je devais me tenir. Donc, c'est un peu là que ça a commencé, me sentir différente, sentir un peu le rejet par rapport à mes choix d'amis, par rapport à qui j'étais, ma couleur de peau. Mais sinon, j'ai aussi vécu de l'abus sexuel là, avec mon beau-père. Donc, clairement, ça fait partie des événements qui ont fait en sorte que malgré les souffrances que j'avais déjà enfouies au fond de moi, ça l'a fait en sorte que ben, le sentiment du mal-être s'est agrandi un peu plus à ce moment-là. Et comme on avait commencé des thérapies familiales, mais j'ai pas su, en fait, dire tout ce qui se passait. Mes parents non plus, dans la thérapie familiale, n'étaient pas prêts à avouer ce qui s'était passé au niveau de l'inceste avec mon grand-père, encore moins mon beau-père. Donc, clairement, c'était moi le problème. Puis comme c'est là que j'ai compris que je devrais me défendre toute seule, puis apprendre à parler de ce que je vivais parce que clairement, personne n'allait le faire pour moi. Alors, c'est la première fois que j'en ai parlé à ma travailleuse sociale et c'est à partir de ce moment-là, là, on m'a retirée de ma famille. Ce qui est arrivé, c'est que pour commencer, on m'a placée dans un hôpital psychiatrique. Évidemment, il fallait évaluer le risque de suicide parce que moi, j'avais bel et bien verbalisé que si on me laissait là, bien clairement, j'allais retenter de mettre fin à mes jours. Et c'est sûr que c'est pris très au sérieux là, quand un enfant va, bien, un enfant, un adulte, peu importe, quand une personne met en jeu sa vie ou la vie des autres, mais c'est pas quelque chose avec lequel on prend à la légère, finalement. Donc, j'ai commencé par être placée, comme je l'ai dit, dans un hôpital psychiatrique. J'ai eu 2 semaines d'évaluation en urgence. Puis, ben on a évalué que j'étais pas à risque à ce moment-là de recommencer puisque j'étais dans un environnement protégé.
Alors, je suis quand même restée en psychiatrie pendant plusieurs mois. On m'a quand même changé d'unité, donc passé de l'unité d'urgence à une unité, disons, moins sécurisée. Puis là, ben, je suis restée là jusqu'à temps que je termine mon secondaire 1. Puis par la suite, évidemment, ben, on a commencé les placements en famille d'accueil, centre d'accueil, foyer d'accueil. Donc, tout ça s'est fait quand même assez rapidement, mais j'ai pas réattenté à ma vie là, pendant, je dirais, à peu près 1 an ou 2, le temps de vivre ma vie d'adolescente, puis de m'ajuster à tous les changements que je vivais. Clairement, j'étais plus dans ma famille, donc le risque était moins probant, mais reste que j'avais toujours cette souffrance-là au fond de moi, puis ce mal-être que j'arrivais pas encore à expliquer. Les tentatives de suicide se sont représentées à moi dans mes histoires d'amour. Fait que si on regarde ça d'un autre œil, je vous dirais que c'est des événements qui étaient basés vraiment sur des grosses souffrances. Donc, une peine d'amour quand on est adolescent, ben c'est dramatique, c'est toujours la fin du monde. Donc, les idées suicidaires revenaient souvent dans ces moments-là. Par contre, je ne passais pas à l'acte nécessairement. Donc, au niveau des placements que je vous ai dit que j'ai eu à multiples reprises, j'ai fini par être placée en famille d'accueil. C'était la première place où je me sentais bien, où j'avais une vie, disons, plus saine que j'avais jamais eue dans ma propre famille. Et j'ai passé à peu près 1 an et demi dans cette famille d'accueil-là. Mais j'avais quand même mon bagage du passé qui me suivait peu importe où j'allais. Donc, même si j'étais dans une famille d'accueil où je sentais que je pouvais vivre à nouveau, mais j'avais toujours ce mal de vivre-là qui me suivait. Donc, j'ai attenté à ma vie parce que j'avais peur qu'un jour, on me rejette à nouveau au niveau de la famille d'accueil. J'avais vraiment peur, un peu comme j'avais peur au niveau de ma famille qui m'avait abandonnée, qui m'avait rejetée, qui ne m'avait pas supportée au niveau de l'inceste. Mais là, j'avais peur que cette famille-là d'accueil fasse la même chose, donc finisse par me rejeter ou m'abandonner, puis que je doive recommencer à nouveau les placements ou retrouver une nouvelle place. Puis ça me faisait tellement peur que ben j'ai choisi de m'auto-saboter. La façon dont j'ai fait ça, c'était simple. En fait, j'ai commencé en voulant faire du vol à l'étalage dans un endroit où je savais pertinemment que c'était surveillé sur haute sécurité. Donc, le but étant de me faire prendre finalement sans vraiment le savoir, inconsciemment, évidemment. Donc, je me suis fait prendre. Et puis, ben, au niveau de la famille d'accueil, ça faisait déjà plusieurs événements qui se produisaient. Donc, clairement, je m'enlignais vers un rejet à nouveau que j'avais moi-même créé. Je me disais que si moi, ben, je m'arrangeais pour me faire placer, ben si c'était moi qui avais décidé et non eux qui m'avaient rejeté. Donc, je rentrais dans des comportements d'autodestruction. Là, la police me ramène à la famille d'accueil, puis ben je savais ce qui s'en venait. La famille d'accueil allait en parler à ma travailleuse sociale, puis clairement, ben j'allais devoir quitter parce que ça allait plus faire l'affaire de la famille d'accueil où j'étais. Le lendemain de cette journée-là, c'est pas encore tout établi que je vais partir ou je vais partir quand je vais partir. Donc, je retourne à l'école comme à l'habitude. Et puis, dans ma tête, j'ai commencé à ressasser des idées noires. J'avais peur. J'étais très anxieuse. Donc, je me suis isolée. Je suis partie à la salle de bain. Puis cette fois-là, ben, j'ai dit, je vais me couper les veines. Je suis partie avec une paire de ciseaux. Puis j'ai été dans la salle de bain pour me mutiler
disons-le comme ça. J'ai vraiment, sans arrêt, donné des coups de lame de ciseaux sur mon poignet en pensant que ça se mettrait un peu comme dans les films à gicler puis que j'allais mourir directement sur place. Mais je vous le confirme, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment pas... c'est pas aussi évident qu'on laisse croire dans les films. Clairement, ça fait très mal, mais c'est pas vrai qu'on se vide de son sang à faire ça. On se fait plus mal que d'autres choses. Donc, évidemment, je le suggère pas à personne. Mais je l'ai essayé, puis ça a été vraiment la deuxième fois que j'avais attenté à ma vie à ce moment-là. On est venu me chercher dans la salle de bain parce que ça faisait trop longtemps que j'étais partie. Puis, forcée de montrer ce qui se passait, ben clairement, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, de retour en psychiatrie, un autre 2 semaines d'évaluation, encore pour me faire dire que je suis pas à risque, tout est beau, puis que ça s'est replacé en 2 semaines, que je peux reprendre mes activités. Donc là, à partir de là, clairement, j'ai été placée dans un centre d'accueil fermé, le temps qu'on décide où ce que j'aille pour être sûr que je suis quand même surveillée puis que ça se reproduise pas. Donc, ça, c'était ma deuxième fois que j'ai attenté à ma vie. Mais sinon, par la suite, ben la vie a repris. J'ai été, dans le fond, de retour chez ma grand-mère qui avait fait installer ou construire une chambre dans son sous-sol pour moi. J'étais plus bien, clairement, nulle part, peu importe où je me trouvais. Donc, je me disais que si je retournais à la source avec ma grand-maman que j'aimais beaucoup, bien que ça allait faire un baume sur mes souffrances puis que j'allais être bien. Je me vendais l'idée que j'allais être bien, évidemment. Mais ça n'a pas été mieux. Et c'est là que j'ai rencontré mon copain qui était beaucoup plus âgé que moi, qui, bon, je croyais allait prendre soin de moi et avec qui j'allais vivre toute ma vie. Donc, à ce moment-là, j'ai 15 ans, puis lui en a 18. Je suis contente d'être avec quelqu'un plus vieux, puis je me dis que c'est parce que j'avais des relations avec des gars peu matures qu'avant ça fonctionnait pas, mais qu'avec lui ça allait fonctionner. Et non, je me suis trompée. Clairement, ça pouvait pas venir régler toutes les souffrances que j'avais accumulées avec les années. Et puis, comme j'étais immature et un peu instable, bien, la relation s'est terminée assez rapidement. Alors, c'est là que j'ai à nouveau senti que c'était la fin du monde, que c'était dramatique et que, bon, il n'y avait plus rien de beau qui m'attendait, que c'était tellement souffrant que je devais en finir encore une fois. Cette fois-là, j'ai attenté à ma vie encore avec des médicaments, puis j'étais seule, j'étais chez moi, ben, chez ma grand-mère. Puis étrangement, c'est mon père qui est passé par là à ce moment-là, qui est rentré, qui m'a vu chambranlante, à me demander, ben qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Et moi, de pleurer et de pas trop savoir quoi lui dire, mais à bout de force, très peu d'énergie, vraiment, disons, dépressive. Je pleurais beaucoup. J'étais vraiment désemparée. Donc, je lui ai dit. Puis, bon, ben à ce moment-là, on m'a fait boire beaucoup de lait. Je sais pas pourquoi, hein. Je pense que les adultes autour de moi savaient pas trop non plus comment agir ou réagir face à mes envies de mourir. Puis, ben au lieu d'essayer de comprendre ou d'aller chercher des ressources qui auraient pu m'aider à ce moment-là, bien, c'était toujours de taire
de taire la situation, de faire en sorte qu'il y ait le moins de monde possible qui le sache, je sais pas, de peur d'être jugé par les autres probablement. Mais clairement, la solution que mon père a trouvée à ce moment-là, c'était de me faire boire beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait pour que je vomisse finalement les médicaments que j'avais ingérés. Fait que ça s'est passé, puis à ce moment-là, ben ce qu'on a trouvé comme solution, c'était de me sortir, encore une fois, de mon milieu familial pour me retrouver dans un centre d'accueil fermé, haute sécurité. Donc, avec l'école à l'intérieur, tu sors jamais de cet endroit-là, à part si tu as des permissions spéciales, puis ça doit être des permissions où tu es surveillé quand tu sors. Et c'est ce qui m'a amené à, après un certain temps, vouloir fuguer. J'ai fugué, puis j'avais un copain à l'époque, ça faisait à peu près 2 semaines que je fréquentais. Ben j'ai appris évidemment que j'allais être maman 1 mois plus tard. Donc, j'ai à ce moment-là, disons, été surprise, mais je sentais quand même que ça allait m'aider, puis que, bon, j'allais avoir moins de souffrance ou de mal-être à partir de là, parce que j'allais avoir un petit enfant à moi qui allait m'aimer, que j'allais aimer. Donc, c'était quand même assez heureux comme événement pour moi. C'est sûr que je ne mesurais pas l'impact que ça pouvait avoir dans ma vie, mais ça me donnait une raison de vivre. Alors, j'ai pu, à ce moment-là, rester sur la bonne voie pendant quelques mois, le temps de vivre ma grossesse, d'accoucher de mon enfant. Mais clairement, comme on le sait, c'est rare qu'à l'adolescence, on va rester longtemps avec le papa, si vous voulez. Dans mon cas, tout le moins, je ne suis pas restée avec le père de mon enfant très longtemps. Donc, je me suis retrouvée toute seule avec mon enfant. Puis ça a été quand même assez difficile. Mais j'ai continué à avancer malgré les défis que la vie m'apportait. Puis c'est dans la rencontre d'un autre jeune homme que je me suis amourachée. J'étais dépendante affective, donc clairement, j'avais besoin d'attention, j'avais besoin qu'on s'occupe de moi, qu'on m'affectionne. J'avais besoin d'être constamment avec l'autre. Puis, ben, quand que la séparation est arrivée, ben, c'est sûr que ben, ça m'a brisé le cœur assez pour en oublier que j'étais maman puis que j'avais un petit être qui dépendait de moi. Je dirais, à ce moment-là, j'ai 16 ans. Cette tentative de suicide-là, ben, j'en ai parlé. Fait que c'est clair que, ben, le jeune homme avec qui j'étais a pris sur lui d'aller en parler à ma famille. Puis encore une fois, ben, c'est la travailleuse sociale qui a intervenu. Donc, retour en psychiatrie. Mais vous savez, en psychiatrie, ce qui est dommage, je vous dirais, c'est que à partir du moment où ils vous internent d'urgence, on fait 2 semaines d'évaluation, puis si ça va bien au bout du 2 semaines, ben clairement, on a juste à dire qu'on n'a plus envie de mourir, puis ça se termine là. Ils vous permettent de repartir et continuer votre vie. Donc, j'ai continué mon chemin. Ça a été ma 2e tentative de suicide. Vous comprendrez que la souffrance, j'en ai pas parlé nécessairement assez pour dire que je pouvais cibler qu'est-ce qui m'amenait à souffrir autant. Alors, la souffrance ne faisait que s'accumuler, grandir, grossir, s'installer. Le mal-être, le mal de vivre était de plus en plus grand. J'ai aussi, dans mes comportements d'une jeune fille qui est en recherche d'amour constante, eu des relations non désirées. Clairement, étant précoce au niveau de la sexualité, ben les jeunes garçons, les adolescents sont pas si attentionnés ou préoccupés par ce qu'on peut ressentir. C'est plus, bon, est-ce qu'on fait l'amour, est-ce qu'on fait du sexe, puis bang, bang, c'est fini. Donc, ça vient pas combler le besoin d'amour que j'avais finalement à ce moment-là.
Fait que j'ai continué quand même à fréquenter beaucoup, d'avoir des relations euh, comme le syndrome de Tarzan qu'on appelle. Ça, c'est vraiment là, pour vous imager, c'est des lianes comme Tarzan utilise pour passer d'une liane à l'autre. Mais c'est un peu le même principe de dire que je passais d'une relation à une autre. Sans lâcher ma première liane, ben, j'étais déjà prête à attraper l'autre liane. Donc, sans lâcher ma relation que j'avais avec un garçon, ben, j'étais déjà prête à en entamer une autre. De peur de me faire blesser, de me faire laisser, de me faire abandonner, je prenais pas de chance. Puis, tout de suite, je partais une relation avec une autre personne. Puis je laissais tomber l'autre que j'avais avant pour justement être sûre que j'étais jamais seule. Donc, c'était des comportements qui étaient, bon, des mécanismes de défense, clairement. C'est juste que je le comprenais pas encore. Puis, ben, j'ai été longtemps dans cette solution-là pour apaiser le manque d'amour qui grandissait finalement de plus en plus là, pour ma part. Donc, la prochaine tentative de suicide que je vais avoir, j'ai à peu près 17 ans. J'ai eu une relation avec une personne proche. Donc, c'était clairement une soirée d'amis. On est parti, on est allé dans un bar, on a bu, on s'est amusé. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a mis de la drogue dans ma boisson? Je peux pas le dire. Tout ce que je me souviens, c'est que je me suis retrouvée chez des amis, supposés amis. Puis le lendemain matin, quand je me suis réveillée, ben j'avais plus de sous-vêtements, du sperme entre les jambes. Clairement, on avait abusé de moi, on m'avait violée. Puis je m'attendais pas à ça parce que je croyais clairement que j'étais avec des amis et ça m'a frappée. Ça m'a frappée. Je vous dirais que c'est la honte que je ressentais qui m'a emmenée à vouloir mourir encore une fois. C'est étrange parce que j'étais honteuse, mais pourtant, j'étais pas fautive. J'étais la victime, mais je m'en voulais tellement que ça se soit passé, puis j'avais tellement honte de ce qui venait d'arriver que je me disais, il n'y avait pas d'autre solution que de mourir. Puis l'envie de mourir, c'est pas tant de se dire, ben, je veux me suicider, puis ça va être la fin. C'est vraiment plus un apaisement que je recherchais. Clairement, je souffrais et je souffrais tellement, et puis ça s'amplifiait tellement avec les années que cette souffrance-là, j'avais pas d'autre solution, selon moi, que d'arrêter de vivre pour arrêter de sentir cette souffrance-là. Puis c'était vraiment la solution que j'avais trouvée depuis très jeune. Donc, quand j'en connaissais pas d'autres, c'est pas quelque chose que je voulais parler à d'autres personnes, à mes amis, à ma famille. Comme je vous dis, j'étais honteuse. Donc, je me suis refoulée sur moi-même. Puis, j'ai été dans l'autodestruction. Donc, ça a été ma solution à moi à ce moment-là. J'ai aussi commencé les drogues parce que je trouvais que ça apaisait un peu la souffrance que j'avais. Une autre solution qui, clairement, n'est pas bonne, mais c'était les solutions que j'avais à l'époque là, pour me sortir de mes pensées, de mes souffrances. Et puis, à 18 ans, j'ai commencé à devenir à risque. J'ai eu des comportements à risque, mais cette fois-ci, c'était pas des comportements suicidaires. Toutefois, c'était des comportements autant destructeurs. Je me suis laissée influencer, puis je me suis dirigée vers la danse érotique à ce moment-là. Évidemment, la danse érotique entraîne la consommation de drogue. La drogue entraîne la danse érotique. Donc, je me suis retrouvée dans un cercle vicieux. Et puis, ben, c'était la première fois que j'ai perdu la garde de mon enfant. Mon enfant qui était, je vous le rappelle, ma raison de vivre. Donc, sans mon enfant, ça a été très difficile.
Et puis, je me suis retrouvée encore dans des émotions de désespoir, d'avoir plus de raison, aucune raison de vivre. Mais je suis pas restée à 18 ans longtemps dans ces comportements-là. En fait, j'ai eu ma première plainte à la DPJ. Fait que quand j'ai perdu la garde, on m'a imposé de faire une thérapie. J'ai fait une thérapie de 6 mois à l'âge de 18 ans. Donc, au bout d'un an, après avoir récupéré mon enfant, j'ai repris ma vie en main. J'ai quand même sorti de l'enfer de la drogue, puis j'ai réussi à être abstinente pendant 5 ans. Donc, pendant ces 5 ans-là, j'ai reconstruit ma vie. Je suis repartie en appartement. J'ai commencé à travailler pour gagner ma vie, mais de manière plus saine. Donc, j'ai, à ce moment-là, passé, oui, de métier en métier. Comme un peu tout le monde, je me cherchais dans le travail que je voulais faire de ma vie. Mais j'ai quand même réussi à avancer assez pour éventuellement même commencer l'université. Donc, c'est un 5 ans d'abstinence et un 5 ans qui a été valorisant pour moi, où je me suis quand même réalisée, où j'étais fière d'être passée à travers mes épreuves de la vie, où ça semblait se placer clairement. Maintenant, mère adolescente, monoparentale, très faible revenu. Maintenant, je suis aux études à l'université qui coûtent quand même assez cher. Vous me voyez venir, je me suis vendu l'idée que je pourrais retourner danser pour me faire plus d'argent pour payer mes études. Ce que j'avais pas réalisé en faisant ça, c'est que je retournais dans mes anciens patterns puis que je me remettais à risque. Et ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que même si je fumais occasionnellement du cannabis puis que je pensais que je pourrais me contenter juste de ça pendant que je travaillais pour gagner de l'argent pour payer mes études, bien, c'est vite revenu à la consommation dite de drogue dure. Et bien, j'ai perdu évidemment le contrôle de ma vie. Et ben, les gens autour de moi, me voyant aller, ont refait un signalement au niveau de la DPJ et j'ai perdu la garde de mon enfant une deuxième fois. Là, c'était clairement la fin du monde. On m'annonçait qu'il n'y avait pas de possibilité que je puisse revoir mon enfant avant minimum 2 ans. Je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais survivre à cette épreuve-là. Est-ce que j'allais être capable de me prendre en main encore une fois, puis de me sortir de tout ça en 2 ans? Puis l'ultimatum, c'était que si j'y arrivais pas, bien clairement, mon enfant allait être placé jusqu'à majorité. Donc, j'allais complètement perdre la garde de mon enfant. Et rappelons-le, c'était ma raison de vivre. Ce qui fait que dans le grand désespoir, dans la consommation de drogue intense, ben, j'ai cette fois-là attenté à ma vie, mais de manière assez fulgurante. J'ai pris les médicaments de ma mère, des médicaments qui étaient quand même très forts. Je nommerai pas les médicaments parce que mon but, c'est pas d'inciter personne à choisir un bon médicament pour attenter à sa vie. Ce que je fais aujourd'hui, c'est vous en parler ouvertement, mais clairement, ça se veut constructif. Donc, pour revenir à mon épisode de tentative de suicide, cette fois-là, j'ai pris les médicaments, puis j'ai pris ma voiture et j'ai dit, je vais aller mourir ailleurs, peu importe où, mais où je vais être complètement seule, puis que je ne ferai pas subir ma mort à personne.
Donc, je pars en véhicule et puis le seul souvenir que j'ai, c'est de voir une lumière rouge, de commencer à ralentir, puis après ça, plus rien. Je me réveille 3 jours plus tard à l'hôpital, puis on m'annonce que j'ai été 3 jours dans le coma. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où j'étais dans la voiture puis que j'ai perdu conscience jusqu'à l'hôpital, je peux pas vous le dire. Clairement, j'avais presque réussi ce pourquoi j'avais pris les médicaments. Puis je pense que ça a été assez fort pour m'enlever le désir de vouloir mourir à nouveau. Ça l'a pas enlevé ma souffrance, ça l'a pas enlevé mon mal-être. J'avais encore vraiment un mal de vivre très intense, mais clairement, je me suis dit, si je suis pas morte puis que je suis encore en vie, c'est parce que la mort veut pas de moi. Et là, je me suis rappelé que j'avais un enfant. Et je me suis rappelé que c'était ma raison de vivre initialement et que là, j'avais envie de me battre pour récupérer la garde de mon enfant. Ça n'a pas été facile, je vous le cacherai pas. J'ai utilisé mon 2 ans plein, là. J'étais dans mes patterns, je dansais encore de manière érotique et je me droguais encore avec de la drogue dure. Je faisais rien pour améliorer ma santé mentale ou avoir un goût de vivre plus sain. Mais sur cette drogue-là, je ne ressentais pas la souffrance que je ressentais sans drogue. Donc, pour moi, c'était quand même une solution, une autre solution que de vouloir mourir. C'était de geler mes émotions. Comme ça, ben, je souffrais moins. C'est sûr que si je veux me battre pour récupérer la garde de mon enfant, clairement, je ne peux pas rester dans un mode de vie de consommation de drogue ou de comportement à risque comme travailler dans des bars de danseuses. Donc, je me suis vendu l'idée que c'était mon milieu, encore une fois, qui était nocif pour moi. Alors, j'ai décidé de fuir. J'ai fait une fuite géographique qu'on appelle. Donc, je suis partie de Montréal pour m'en aller à Trois-Rivières. Il faut savoir que comme j'avais connu les thérapies à 18 ans, bien, ça faisait partie des solutions qui me donnaient espoir que je puisse un jour m'en sortir. Donc, tout au long de ces 2 ans-là, j'ai fait des entrées, des sorties dans des thérapies. Je vous dirais que j'en ai fait à peu près 7 faciles. Des thérapies fermées, des thérapies ouvertes, externes, des thérapies à court terme, à confrontation, des thérapies douces, des détox. Peu importe, j'en ai fait plusieurs. J'ai essayé plusieurs modèles. Je suis toujours repartie avec des outils dans mon sac à dos et toujours en pensant que j'allais finir par m'en sortir. Évidemment, j'y suis pas arrivée du premier coup. J'aurais aimé que ma première thérapie fasse en sorte que ça fonctionne pour moi puis que tout se règle, que j'ai compris, en fait. Et non, ça n'a pas été mon cas. Je suis une personne qui a tendance à se cogner le nez plusieurs fois avant de réaliser que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai évidemment à répétition essayé, réessayé, encore essayé. Puis, j'ai fini par être dans une thérapie, dans une ville où je me sentais bien. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai fait ma fuite géographique. Je suis partie à Trois-Rivières. Il y avait une université. Je me disais que dans le meilleur des mondes, je pourrais reprendre mes études ou ce que je les avais quittées il y a 2 ans de ça. Recommencer à travailler, me reprendre un appartement, repartir à zéro, finalement. Donc, j'ai vraiment, à ma grande surprise, réussi à m'élever, disons-le comme ça. Mes problèmes n'étaient pas réglés. J'avais pas tout compris parce que clairement, je me faisais à l'idée qu'en partant comme ça, ben que je
je mettais tous mes problèmes derrière moi puis que je pouvais aller de l'avant et repartir à zéro. Mais c'est pas ça qui se passe. En réalité, quand on fuit, ben ce qu'on fuit nous suit. Fait que je me suis retrouvée, évidemment, à Trois-Rivières, dans un logement juste au-dessus d'une personne qui avait les mêmes comportements que moi puis qui avait les mêmes troubles de consommation que moi. C'est ce qui fait que ben, je suis retombée, évidemment, même si j'étais dans une autre ville, même si j'avais fui le milieu que je me disais qui était très néfaste pour moi. Donc, je me suis retrouvée dans les mêmes patterns. J'arrivais au bout de mes 2 ans. Donc, clairement, là, il fallait que je me réveille puis que je prenne les bouchées doubles puis que je travaille encore plus fort parce que je me suis retrouvée dans les mêmes comportements qu'avant. J'ai quand même réussi à travers ça à me nourrir d'espoir. J'ai rencontré quelqu'un, un homme, un jeune homme, qui m'a permis de me sentir mieux. En fait, quand j'étais à ses côtés, je me sentais pas jugée par ce que je faisais, ni par ce que je consommais. On m'a pas non plus demandé d'arrêter, de changer, d'être une personne que je suis pas. On m'a juste affectionnée, puis permis de réaliser qu'il pouvait avoir du beau dans la vie, puis que lentement, pas vite, il était préférable pour moi que tout ça cesse, que je puisse récupérer la garde de mon enfant, puis reprendre la vie dans un meilleur état d'esprit. C'est ce qui s'est produit. Fait que là, vous voyez que le temps passe. Je suis rendue à l'âge de 27 ans. Je réussis à m'en sortir, à arrêter de consommer, à retrouver un emploi, à retourner à l'école, à me rebâtir. Puis ça va quand même assez bien, assez pour que je me permette d'avoir un autre enfant 12 ans plus tard, que je récupère la garde de mon enfant que j'avais perdu. Puis là, ben, je voyais que du beau. Je voyais que je m'accomplissais, que j'arrivais à avoir des réussites. Donc, je suis capable de m'accomplir, donc d'avoir un travail qui subvient à mes besoins, aux besoins de ma famille. J'ai un homme à mes côtés. J'ai tout pour être heureuse. J'ai encore quelques faiblesses. Puis, on se le cachera pas, là. Pour ma part, je crois qu'il n'y a personne qui est parfait. Donc, d'où je venais, c'était quand même assez difficile. La souffrance était toujours là, était juste enfouie un peu plus profondément, ce qui fait que c'était moins présent, puis ça me permettait de fonctionner. Mais clairement, j'avais rien de réglé, là. J'arrive à évoluer, à réaliser des rêves, c'est-à-dire avoir une carrière professionnelle, à avoir un salaire des plus intéressants, à acheter ma première maison, à... Ben là, je vieillis, là. Clairement, tu sais, on passe de 27 à 30, à 35 ans, puis j'ai ma première dépression majeure. Même si j'ai une dépression majeure puis que ça dure 11 mois, que c'est souffrant, que je me sens comme de la merde, puis que j'ai l'impression que je m'en sortirai pas, que c'est dramatique, que c'est la fin du monde, ben j'ai pas d'idée suicidaire. Donc, pour moi, ça m'indique que j'ai réglé ce problème-là, que j'ai plus d'envie de mourir, même si c'est souffrant, même si c'est douloureux. J'ai juste envie de trouver des solutions pour apaiser cette souffrance-là. Puis je vous dis ça parce que, clairement, j'ai vraiment cru
que j'étais passée à autre chose puis que j'en avais fini avec les tentatives de suicide. J'ai vraiment cru qu'après avoir passé à un fil de la mort de ma dernière tentative de suicide, que j'ai eu assez peur pour que ça se reproduise plus jamais. Ce que je sais pas, c'est qu'à 35 ans, après avoir fait une évaluation psychiatrique, bien, on m'indique que j'ai une tendance à la bipolarité. Pour ma part, je connais pas trop ce que ça veut dire avoir une tendance à la bipolarité. J'ai 35 ans, ça fait 35 ans que je vis avec le dit trouble de bipolarité. Fait que c'est pas vrai que c'est ça qui va me définir. Et je suis dans le déni encore quelques années. Puis pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que après avoir quand même évolué puis réalisé plein de rêves, ben un jour où je sais trop pourquoi, dans une période plus questionnable, j'étais constamment en remise en question. Je me demandais pourquoi, malgré le fait que j'avais tout pour être heureuse, un homme dans ma vie depuis plusieurs années, mes 2 enfants qui grandissent et qui manquent de rien parce que j'ai une carrière professionnelle qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai aussi un conjoint qui est travaillant, donc clairement, je suis dans un tout autre mode de vie que j'étais auparavant. J'ai l'impression que tout va bien, mais j'ai quand même un petit mal-être à l'intérieur de moi, quelque chose qui me dit que j'arrive pas à être totalement heureuse, mais je sais pas pourquoi. Donc, je remets tout en question, ma relation, mon travail, ma qualité de mère. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui fait que je me sens incomplète, que je me sens mal encore à l'intérieur de moi. C'est pas un mal qui transparaît, mais c'est vraiment intrinsèque, là. Je sens qu'il manque quelque chose pour que je sois vraiment heureuse. Puis j'ai tout en tout cas, ce qui m'était permis de croire que je serais heureuse, là. Donc, j'ai atteint vraiment, selon moi, des buts que je croyais même pas réalisables quand j'étais plus jeune. D'où je venais, là, c'était inimaginable qu'un jour, j'aurais une maison, là. Puis clairement, là, j'ai une maison, puis je réalise plein de projets, puis plein de rêves. Mais je suis pas totalement bien. Et c'est là que, après une journée, ben en fait, une dispute, très banale, là, mais une dispute qui fait en sorte que je me revire à l'envers complètement. Je pleure toute la journée. Mais c'est l'état d'esprit que j'avais avant qui fait que quand j'ai eu la dispute, ben c'était déjà amorcé à l'intérieur de moi. Puis j'ai eu beau vouloir me changer les idées, j'ai eu beau aller sur le bord de l'eau, marcher, j'ai eu beau écrire, j'ai eu beau vouloir vraiment sortir de ma tête puis de ces sentiments-là, j'étais pas capable. À la fin de la journée, j'étais épuisée de tristesse et d'un geste impulsif, j'ai encore attenté à ma vie. Puis là, je vous dis ça, là, je suis 22 ans plus tard, puis j'attente quand même à ma vie. Fait que je me rends compte que je suis pas à l'abri des tentatives de suicide, même 22 ans plus tard, même après avoir réalisé plusieurs rêves puis avoir atteint des sommets pour moi, bien, j'étais pas à l'abri. C'est ça que ça venait me dire. Donc, clairement, après avoir attenté à ma vie, j'ai, cette fois-ci, pour faire différent, été chercher de l'aide. Donc, j'ai été chercher de l'aide, puis on m'a donné le support nécessaire. On m'a fait comprendre plusieurs choses, mais ce qu'on m'a
expliqué, c'est que clairement, j'avais un trouble de bipolarité, puis que ça faisait partie des symptômes qu'on avait dans la bipolarité de vouloir attenter à sa vie. Donc, ce qui m'a amené à me dire, bon, ça veut dire que toutes mes tentatives de suicide que j'ai faites tout au long de ma vie seraient interreliées avec un trouble de santé mentale que j'ai donc depuis très longtemps. C'est sûr que là, je suis plus mature, j'ai 43 ans, je me dis, ben, il est temps que je découvre pourquoi j'ai ce désir-là de mourir. Je comprends que j'ai un mal de vivre, je comprends que j'ai un mal-être qui sont liés à des souffrances que je traîne depuis fort, fort longtemps. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux passer au travers? Comment je peux guérir de ça? Puis là, ben, c'est triste à dire, mais c'est pas quelque chose qui se guérit. C'est quelque chose qui s'atténue avec le temps, puis c'est quelque chose que je vais toujours devoir être alerte. Donc, c'est d'apprendre à m'écouter, c'est d'apprendre à ne pas refouler mes émotions, c'est d'apprendre à les accueillir, puis à les vivre, puis à les laisser aller plutôt que les enfouir au plus profond pour pas les vivre, plutôt que de les geler pour pas les sentir, plutôt que de vouloir mettre fin à mes jours pour juste arrêter de souffrir. Il y a d'autres solutions, puis c'est ça que j'ai compris avec le temps. Donc aujourd'hui, j'ai 46 ans. Ma dernière tentative de suicide que j'ai faite, c'est il y a 3 ans. Et depuis, ben j'ai refait une thérapie, une thérapie à croissance personnelle. Je consulte régulièrement un psychologue et je me laisse pas la possibilité de l'échapper à nouveau. Donc, ce que j'aimerais vous dire, en fait, c'est que si vous avez des sentiments, des souffrances ou des sentiments douloureux, là, j'entends, et des souffrances qui sont là depuis peut-être trop longtemps ou qui sont récentes, mais dans tous les cas, si vous souffrez intérieurement, la seule chose que je vous dirais, c'est de ne pas accumuler et de garder ça enfoui au plus profond de vous parce que ça peut vous exploser en plein visage n'importe quand. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres solutions que de geler nos émotions. Il y a d'autres solutions que de vouloir arrêter de vivre pour atténuer la souffrance. Il y a des solutions plus saines, puis c'est ce que j'ai mis en pratique. Je pense que tout le monde devrait faire une thérapie à croissance personnelle parce que clairement, malgré toutes les thérapies que j'ai faites, c'est la dernière qui m'a permis de comprendre que c'était temps que j'arrête de culpabiliser pour tout ce que j'avais vécu, que j'arrête de culpabiliser pour tout ce que j'avais pas su faire ou su donner à mes propres enfants, puis que j'accepte la personne que je suis aujourd'hui. Accepter la personne que je suis aujourd'hui, c'est d'accepter que je suis humaine et que les humains vivent des émotions bonnes et moins bonnes. L'important, c'est pas de ne pas vivre de mauvaises émotions pour passer à travers. Les mauvaises émotions sont aussi valides que les bonnes. L'important, c'est de ne pas rester collé sur les mauvaises émotions. Puis, en fait, c'est de ne pas rester avec des idées négatives, puis de les amplifier juste en pensant, en se victimisant, en s'apitoyant sur notre sort. S'apitoyer, c'est de se dire pauvre de petite moi, que je suis donc pas chanceuse d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Clairement, c'est pas agréable de vivre des choses comme j'ai vécu dans l'enfance, que ce soit l'inceste, que ce soit de me faire rejeter, que ce soit de me faire placer, que ce soit de sentir que je suis différente puis que je t'apporte des autres. Peu importe ce que tu vis dans la vie, bien, c'est important de juste s'écouter, juste s'accepter,
se dire qu'il n'y a personne de parfait dans la vie, qu'on est tous humains, puis que les émotions font partie de l'être humain. Donc, une fois que tu comprends ça, que tu arrives à gérer tes émotions, bien, tu peux gérer ta vie au naturel sans nécessairement t'auto-détruire constamment à chaque fois que tu vis des échecs. Je pense qu'aujourd'hui, je suis toujours pas à l'abri de penser à des idées négatives, mais je pense que je suis assez outillée pour pas me rendre jusqu'à attenter à ma vie à nouveau. Je pense que la vie est assez précieuse pour moi aujourd'hui pour que je puisse dire, ben merci la vie. Merci, malgré tout ce que j'ai vécu, d'avoir été là pour moi, d'avoir fait ce que tu as fait pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis une belle personne. J'apprécie la personne que je suis devenue, puis je l'apprécie assez pour dire que la vie est belle. Même si je vis encore des choses difficiles, il n'y a personne qui a dit que la vie serait facile, là. On va toujours vivre des hauts puis des bas. Je vais toujours continuer d'avancer, même si des fois je recule d'un pas. Bien, je vais continuer d'avancer. Ça va être pour mieux me propulser vers l'avant toujours. Donc, si aujourd'hui tu m'écoutes puis que tu as des souffrances intérieures, puis que tu as déjà eu des idées négatives ou des envies de vouloir mourir pour atténuer la souffrance que tu penses qui partira jamais, mais je te le confirme, après tout ce que j'ai passé, après tout ce que j'ai vécu, bien, la souffrance est finie par s'atténuer et même s'en aller. Aujourd'hui, j'ai accepté que mon passé se soit passé et je suis beaucoup plus résiliente face à tout ce que j'ai vécu, ce qui fait que je peux vous en parler aujourd'hui sans trop m'ébranler. Puis j'espère juste que le message que je vous passe aujourd'hui se rende à peu importe des parents qui sentent que leurs enfants vont pas bien, des amis qui connaissent d'autres personnes qui ont des souffrances, toi qui souffres peut-être aussi aujourd'hui. Dans tous les cas, tout le monde peut s'entraider. L'important, c'est d'en parler. Reste pas tout seul avec tes souffrances parce que c'est ce qui va t'emmener vers des idées négatives. Puis c'est ce qui pourrait faire en sorte que tu tombes dans l'autodestruction. Donc moi, je veux aujourd'hui pouvoir aider les gens. Puis c'est un peu pour ça que je vous parle d'un sujet qui n'est pas très facile, qui est délicat en fait, parce qu'on a tous peur d'en parler. Moi, en tout cas, les gens autour de moi avaient peur quand que j'attentais à ma vie, ne savaient pas comment réagir. Puis moi-même, j'en parlais pas. Tu sais, j'ai eu des amis qui m'ont dit, ben voyons, je te fréquentais dans ce temps-là, comment ça, je le sais pas, comment ça, j'ai jamais eu vent que tu avais attenté à ta vie aussi souvent. Mais clairement, le réflexe quand on veut mourir, c'est pas d'aller le crier sur les toits, c'est pas d'appeler pour demander de l'aide, c'est pas d'aller en parler à nos parents, à nos amis, c'est de garder ça pour soi. Puis c'est là qu'on vient amplifier les idées négatives, puis qu'on a plus de chances de passer à l'acte que de s'en sortir. Donc, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce que tu vis. Si tu souffres, il y a des moyens pour atténuer la souffrance. En parler, je pense que c'est la première chose à faire, c'est d'arriver à en parler. Puis si on n'a personne autour de soi, mais il y a des lignes d'écoute, il y a des ressources qui sont là pour toi, toujours faites dans l'anonymat. Donc, ça serait le message que j'aurais à passer aujourd'hui. Puis, sans plus tarder, je vais donner la parole à mon invité. Aujourd'hui, c'est Camille qui s'est joint à moi pour parler de ce sujet-là, parce qu'on le sait, je le sais, je suis pas tout seul à avoir vécu des souffrances qui m'ont mené jusqu'à le désespoir de vouloir en finir avec ma vie.
Alors, Camille, je sais que c'est une discussion délicate, mais on pourrait peut-être commencer par un bref portrait te concernant. Peut-être nous dire, tu as quel âge, tu fais quoi dans la vie, comment tu vas, est-ce que tu as un modèle familial particulier? Oui, ben bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Puis je trouve ça très pertinent que tu parles de sujets comme ça, car en effet, on n'est pas seul là-dedans. Beaucoup de gens ressentent beaucoup de détresse. Puis merci pour ton message d'espoir, c'est très beau. Donc moi, j'ai 23 ans. Je suis technicienne en éducation spécialisée. Puis, mais pour le moment, je sors tout juste d'une thérapie de croissance personnelle de 28 jours. Merci beaucoup. Basé sur les 12 étapes. Puis, ça a été un éveil spirituel pour moi, tout ça. Mon modèle familial, je viens d'une famille très marginale, d'un papa musicien plutôt absent émotionnellement dans ma jeunesse. Lui aussi a fait beaucoup d'évolution. Et une mère travailleuse sociale que j'appellerais une éternelle accommodante. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, dès un jeune âge, on m'a appris que les émotions fortes, qu'elles soient négatives ou positives, sont mauvaises à partager, que c'est lourd pour les autres. Tu sais, les fois, on m'a pas laissé célébrer qu'est-ce que j'aurais voulu célébrer. On me disait de baisser le ton, on me disait de pas trop m'exciter, et on m'a pas laissé vivre les peines que j'avais à vivre. On m'a pas laissé pleurer. Et tu sais, c'est pas pour faire le procès de mes parents. Ils m'ont donné ce qu'ils ont pu me donner avec leur éducation à eux. Mais de très jeune âge, on m'a appris, j'ai appris par un conditionnement pas voulu que je ne devais pas laisser paraître quelque émotion qui puisse déranger notre quotidien, notre journée. Donc, ça part de très, très jeune, là. Ma retenue, t'en parlais tantôt justement, là, pas parler de qu'est-ce qu'on vit à personne, c'est très nocif. On accumule ça. Ça nous gruge de l'intérieur, puis quand on n'en parle pas, on comprend pas. J'ai pas appris à analyser mes émotions. Tu sais, on parlait de mal-d'être. Moi, je pensais que c'était mon état naturel, là, tu sais. Donc, je dirais que ça va être pour ça mon modèle familial. Mes parents m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup d'aide, mais leur bagage émotionnel par le fait même. Donc, plusieurs... Mon père, mes parents, quand ils se chicanaient, il y a eu des menaces de se sauver, des cris, lancer des choses, des parents qui n'avaient pas encore complètement appris, eux non plus, à analyser leurs émotions. Mm-hmm. Puis, si je peux finir ça sur un petit mot d'espoir, ben on y est arrivé, là. Ça se fait comprendre qu'est-ce qu'on se sent. Un très beau message, mais écoute, si on revient sur notre sujet qui est le suicide à l'enfance, j'aimerais ça que tu nous dises, ça a commencé quand, ton sentiment d'avoir envie de mourir pour toi? Moi, ça a commencé vers l'âge de 14 ans. Ma première tentative s'est faite à 15 ans. Mais lorsque je suis entrée au secondaire, je me suis fait des nouveaux amis et je suis allée chercher aux mauvaises places le désir d'amour, le désir de validation que j'avais pas à la maison. Donc, j'en suis venue à rencontrer des gens, surtout des garçons, écoute, qui ont profité de mon innocence, de ma recherche de validation. En est venu le premier viol que j'ai vécu. Donc, ça a amplifié le sentiment de fardeau que je ressentais depuis longtemps, car toutes les émotions que je partageais, je ressentais que c'était un fardeau pour mes parents, pour les autres. Puis, ça l'a amplifié l'idée que je n'étais qu'un fardeau, j'avais pas de pertinence dans ce monde-là, que j'apportais rien vraiment de positif.
Et le premier outil, qui n'est pas un bon outil que j'ai trouvé, c'est le cannabis. Donc, je me suis mis à fumer beaucoup de potes. Puis ça, c'est un très grand dépresseur. Donc, j'en suis venue à tomber, et avec mon mal d'être déjà présent depuis longtemps, j'en suis venue dans ma première dépression. Donc, ça non plus, j'en parlais pas, mais avec le recul, tu sais, j'en vois, puis j'étais très, très clairement, ça a commencé là, autour de 14 ans. Puis, pas longtemps après ça, à force de pleurer tous les soirs, sentir que personne appréciait ma compagnie, en bien que j'apprécie pas ma propre compagnie non plus, que je suis pas capable d'imaginer une journée légère, une journée heureuse, presque tu sais, très familière avec mon malheur. C'est ça que je connaissais, tu sais. Puis on est venu à rencontrer, moi, ça a été la cocaïne, dans le fond, très jeune, tout de suite, à travers des gens. Puis ça a été encore un mauvais outil, mais quelque chose qui engourdissait ce mal-là, qui engourdissait ce... Tu sais, maintenant, quand j'y pense, c'était déjà une envie de disparaître parce que je voyais pas du tout le bonheur que j'apportais. Puis, pas longtemps après ça, ma mère, après que j'ai commencé à faire de la drogue plus dure, ma mère a découvert que je consommais. Puis, en voyant sa fille souffrir, puis en pas sachant quoi faire, elle me fait vivre beaucoup d'humiliation. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Est-ce qu'elle voulait m'humilier? Je ne pense pas. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Beaucoup d'humiliation face à ma souffrance, que, encore une fois, c'est lourd, les gens qui souffrent, franchement. Puis, elle savait juste pas comment faire, mais ça a augmenté mon sentiment de fardeau. Et là, on approche de plus en plus de ma tentative de suicide. Pas longtemps avant tout ça, je suis un peu décousue. Pas longtemps avant tout ça, je me suis mis à faire de l'automutilation. Donc moi, c'était un autre, encore une fois, un mauvais outil que j'avais trouvé. Je pleurais tous les soirs. Puis faire ça, ça faisait un peu monter mon adrénaline. Puis après, je ressentais une grosse fatigue. Puis je m'endormais et encore une fois, je réfléchissais pas, j'analysais pas, je savais pas comment faire, analyser mes émotions. Fait que c'est un autre mauvais outil que j'ai trouvé qui m'a encore plus descendu dans mon malheur et dans mon sentiment de fardeau. Je le répète souvent, mais je me sentais vraiment comme un poids pour l'univers. Je me sentais mal d'exister, de la culpabilité puis la honte, c'est quelque chose que j'avais tout le temps. Et toute ma vie, j'ai eu 2 amis que j'ai rencontrés comme en maternelle, là, à 4-5 ans. Puis ça a été mes repères longtemps, 2 filles. Puis lorsque je me suis mis à consommer, lorsque je me suis mis à avoir des garçons qui abusaient de moi d'une manière ou une autre, indirectement ou pas, puis je me suis mis à consommer. Eux autres aussi, c'était de l'inconnu et quelque chose qui leur faisait peur. Ils comprenaient pas. Donc, le week-end que c'est arrivé, ma première tentative de suicide, un ami de la famille m'a demandé, il partait en voyage, puis il m'a demandé de garder la maison 2 jours. Son chien était là-bas. Donc, garder son chien, garder la maison. Et moi, je m'étais fait un plan. Je vais inviter mes 2 bonnes amies. On va passer du temps en gang. Je m'ennuie. Puis ça faisait un moment que je voyais qu'on commençait à se séparer, ou plutôt moi qui m'éloignais de eux, dû à mes mauvaises habitudes. Et eux qui comprenaient pas, qui avaient une certaine peur face à l'inconnu, puis l'environnement dangereux, malheureusement, que j'apportais. Puis... donc, le week-end arrive, je prépare une belle fin de semaine, je nous achète des petites choses, j'ai très hâte. Puis, le soir arrive et mes amis me répondent plus. Donc, là, encore une fois, moi qui nourris depuis tant d'années mon sentiment mon sentiment de culpabilité, mon sentiment d'être honteuse, d'être un poids, puis de pas en avoir parlé. Donc, j'ai nourri l'idée dans ma tête. Il y a rien qui m'a arrêtée.
j'ai nourri mon discours, mon interne négatif. Et là, donc, mes amis me répondent pas. Je finis par en rejoindre une qui me dit que c'est terminé, notre amitié, qu'ils savent pas, ils trouvent ça... ils ont utilisé le mot « dégueulasse ». Mes nouvelles habitudes, mes nouvelles fréquentations, mes bras qui étaient malheureusement coupés, tu sais, puis il a utilisé le mot « dégueulasse », ça a été, pour moi, l'élément déclencheur de ma tentative de suicide. Donc, mes deux derniers repères que j'avais dans la vie, les 2 dernières choses qui me rendaient heureuse, confirmaient mon discours, c'était pas ça, mais ça, dans ma tête, ça a confirmé mon discours intérieur que j'étais un fardeau et que je n'apportais que du négatif et de la souffrance aux autres. Donc, j'ai décidé que j'allais mettre fin à tout ça, que tant qu'à faire souffrir les gens, j'allais... Tu sais, c'était une envie d'arrêter de souffrir, pas comme tu as mentionné plus tôt, c'était pas une envie de mourir, mais j'avais envie d'arrêter de souffrir, de faire souffrir les autres. Donc, je suis allée chercher un Exacto dans le garage. Puis, je me suis ouvert les veines. Puis, comme on dit, c'est pas comme dans les films, ça fait très, très mal. J'espérais m'évanouir rapidement, puis j'étais loin de la maison, personne ne savait. Donc, dans ma tête, on allait me retrouver là quelques jours plus tard, mais je serais plus là. Bon débarras, c'est ça que je me suis dit. Bon débarras. Puis, après avoir fait tout ça, je me suis ouvert sur les 2 cuisses, les 2 jambes, les 2 bras. Puis, j'ai vécu un petit moment de dissociation pour finir par reprendre conscience et regarder par terre, puis voir que je suis assis dans ma flaque de sang. Et là, j'ai pogné la chienne. J'ai eu peur. J'ai vu que c'était pas une envie de mourir, c'était un cri à l'aide, le dernier espoir que dans ma tête j'avais pour me séparer de cette souffrance-là, pour arrêter de faire souffrir les gens. Donc, à ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai réalisé que c'était pas l'envie de mourir qui était là, mais l'envie d'arrêter de souffrir et d'arrêter de me sentir mal. J'ai téléphoné à ma mère. Elle est venue me chercher. Ensuite, le 2 semaines d'évaluation en psychiatrie. Et moi aussi, on m'a déclaré pas à risque après, mais je dirais qu'à ce moment-là, je me croyais à l'abri après ça, parce que j'ai vraiment eu peur. Du moins, j'y croyais, mais c'est revenu plus tard, là. C'est une autre question. Ouais, c'est revenu plus tard, mais pour ça, j'ai commencé à parler à un psychologue, à prendre des antidépresseurs, à essayer de trouver ça partait de où, ce mal-être-là si puissant, tu sais. Et j'ai essayé de me vendre l'idée que ce qui me ferait du bien, encore une fois, ce serait de recommencer à consommer, à engourdir mes émotions, à pas parler encore, car j'avais... Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui a évolué dans le fond. Là. J'ai seulement dit que j'allais bien, puis que oui, j'avais pas envie de mourir, mais il n'y avait rien qui avait changé. Et tu as réalisé très jeune que dans le fond, mon Dieu, je t'admire beaucoup pour vrai, parce que je trouve que 23 ans, en tout cas, tu as 23 ans en ce moment, fait que tu es encore très jeune. Moi, à 23 ans, j'avais pas encore réalisé tout ça. Puis, clairement, je vois et je comprends que tu sais que c'est pas une bonne solution au mal-être ou au mal de vivre. Mais ça a été quoi ton déclic pour vraiment t'en sortir? C'est ta peur, finalement? Ça a été ma peur qui m'a sauvé la vie pour cette fois-là, car tu sais que moi j'ai consommé de nombreuses années et je savais très bien que c'était jouer à la roulette russe chaque fois. Donc c'est comme se suicider progressivement, tu sais, à petit feu. Puis c'est la peur d'une mort subite qui m'a sauvée cette fois-là.
Mais c'était pas réglé. Tu sais, là, j'en parle maintenant, mais c'était pas réglé du tout à ce moment-là. Je savais que j'avais pas envie de mourir, comme je dis, subitement, puis en grande souffrance et faire mal aux autres par le fait même. Mais moi, affecter ma propre vie à moi, tu sais, j'ai continué ça de nombreuses années encore. C'est ça, parce que la drogue, finalement, c'est pas mieux. C'est aussi une façon de s'autodétruire, là, si on regarde ça. Oui, vraiment. C'était ma manière de me tuer à petit feu. Je savais très bien ce que je faisais, comme je dis, jouer à roulette russe. Je savais que peut-être à un moment donné, il y aurait une mauvaise substance dedans, puis je me disais, ben ce sera cette fois-là. T'sais. Puis ce sera pas de mon mal-être, ce sera d'un mauvais accident. T'sais. Mais c'était ma manière quand même de me tuer à petit feu. Ma manière d'engourdir le problème, le bobo que je devais analyser, ce que j'ai pas appris à faire, comme je l'ai mentionné plus tôt. C'est quand même étrange parce que on a peur de la mort, mais en même temps, on joue avec la mort en consommant des drogues dures en grande quantité, sur une longue période. T'sais. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment ironique, disons-le comme ça. C'est un beau paradoxe, en effet. Si tu pouvais aujourd'hui aider un jeune qui vit sensiblement la même chose qu'on a vécu et qui croit encore que c'est une solution de mourir ou d'attenter à sa vie, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, oui, ta détresse est exceptionnelle, mais t'es pas seul. Retiens-toi pas d'en parler. Garder ça pour soi, ça fait qu'empirer. Les gens sont là pour t'aider. T'es pas un fardeau. T'es plus belle que tu penses et t'es meilleure que tu crois. Utilise pas une solution permanente à un problème temporaire. Moi, maintenant, j'ai 23 ans. Je sors d'une thérapie, puis prends le temps d'analyser c'est quoi qui te fait de la peine. Prends le temps d'analyser d'où ça part, tout ça. Ça peut remonter loin, mais ça en vaut... Tu sais, c'est dur de se regarder dans le blanc des yeux, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, t'es une belle personne, puis on apporte tout quelque chose dans ce monde-là. Parle-en. Accumuler ça, ça fait qu'empirer les choses. Engourdis pas ces émotions-là. Toutes les émotions sont valides. Puis ta grande capacité de ressentir, ça peut te faire du mal, mais ça peut être aussi une très belle qualité chez toi. C'est ça que j'aurais à dire. C'est un beau message. Écoute, je te remercie vraiment d'avoir été aussi généreuse puis d'avoir osé venir parler d'un sujet qui est quand même assez sensible. Moi, avec du recul, je pense pas que j'aurais eu cette force-là à 23 ans, puis vraiment pour ça, je t'admire énormément. Fait un gros merci d'être la personne que tu es, la belle personne que tu es, puis de m'avoir permis, en fait, de te connaître encore un peu plus aujourd'hui. Fait que je t'apprécie beaucoup. Puis j'apprécie surtout le fait que tu aies si généreusement accepté de venir parler à mon podcast. Donc, je te souhaite que du beau puis du gros bonheur pour la suite. Merci Célina. Je peux te dire ton nom? OK. Merci Célina, merci de m'avoir accueillie. Puis j'espère, je trouve ça très beau ton projet. Je trouve ça très beau ce que tu apportes aux autres. C'est pertinent de parler de ça, c'est nécessaire. Il faut enlever les tabous de tout ça. Ça arrive plus souvent qu'on pense, puis on n'est pas seul. Merci, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop difficile à entendre. J'espère que vous avez aussi perçu les beaux messages d'espoir qu'il y a à travers tout ça. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles dans la vie. Il n'y a personne qui a dit que la vie, c'était facile, mais il y a toujours moyen d'améliorer les choses et de vivre d'espoir que tout peut s'arranger. Donc, sur ce, je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux. Au bas de cet épisode, vous allez trouver les liens. Puis, je vous invite à rester avec nous pour le prochain sujet qui est la recherche identitaire.
Donc, au plaisir.